Il y a quelques jours, le studio Adobe mettait en place une mise à jour majeure concernant Photoshop pour la génération d'images à partir d'un prompt. Cette fonctionnalité a suscité votre intérêt et de nombreuses personnes m'ont demandé de plus amples détails relatifs à l'utilisation de l'intelligence artificielle sous Photoshop. Parmi les questions que l'on m'a posées reviennent sur le tapis, l'utilisation des filtres neuronaux ou les Neural Filters mis en place il y a déjà un bon moment par Photoshop. Je n'avais pas encore eu l'occasion de traiter ce sujet dans une vidéo. Eh bien, c'est désormais chose faite dans cette vidéo puisque je vais vous expliquer en détail et un par un l'intégralité de ces filtres neuronaux qui, vous allez le voir, permettent de simplifier dans de grandes largeurs vos capacités de retouche de photos et autres types d'images. Je ne vous retiens pas plus longtemps dans cette introduction. Je suis Barthélémy. Merci de cliquer sur le petit bouton de souscription si tel n'est pas le cas. Et nous, on se retrouve immédiatement sur l'interface de Photoshop version 2024. Nous voici sur l'interface de Photoshop. Ici, vous avez deux choix, soit créer un document vierge, soit ouvrir un document existant. Donc pour l'exemple, je vais prendre une image dont je m'étais servi pour une vidéo précédente dans le cadre de ma chaîne YouTube. Donc pour accéder à ces fameux filtres neuronaux, il suffit de cliquer Filtre et de cliquer sur Neural Filters. Dans la barre latérale de droite, ces derniers vont apparaître. Vous le voyez, ils sont classés par thème. Les premiers concernent les portraits, les deuxièmes concernent les paysages et la création de styles spécifiques. La troisième catégorie concerne la gestion des couleurs, la quatrième, les photographies et la cinquième catégorie, la restauration de photos. Alors nous allons commencer ça de manière chronologique par le lissage de peau. Donc, ce que je vous conseille de faire avant d'accéder à ces filtres neuronaux, c'est, donc là, je vais les fermer en faisant comme ceci. Je vais retourner sur la palette des calques et je vais dupliquer le premier calque pour le conserver. N'oubliez pas que sous Photoshop, il s'agit toujours, lorsque vous modifiez une image, d'utiliser une technique dite non destructive, c'est-à-dire que votre image originale qui figure sur le calque par défaut lorsque vous ouvrez une image, eh bien, devra être toujours dupliquée et il sera intéressant de créer un masque de fusion plutôt que de choisir de détruire votre image en termes de pixels. Donc ici, voilà, mon calque est dupliqué. Je l'ai dupliqué en cliquant sur CTRL-J. Vous pouvez le faire avec Command-J si vous avez un Mac. Donc là, on va taper simplement 1 pour attribuer un nom à ce calque. Je vais dans Filtre, Neural Filters ou filtres neuronaux et nous allons ici, vous voyez, cocher la première option. Donc on a compris que ce filtre, grâce à l'intelligence artificielle, va nous permettre de lisser des défauts de votre visage. Parfois, quand vous prenez des photos, lorsque la lumière est assez brute et lorsque vous avez une lampe de face, eh bien, il arrive que lorsque vous avez un âge avancé comme le mien, bien des défauts ressortent tels que les cernes, etc. Et c'est vrai que pour des vignettes, par exemple, pour les réseaux sociaux ou pour autre type de publication, il est parfois bon de tricher un peu sans recourir au collagène grâce à l'intelligence artificielle et Photoshop. Donc, on va effectuer un zoom sur l'image. Voilà. Et vous voyez que ici, le lissage est à 0. Donc, il me suffit de pousser mon curseur vers la droite, de jouer sur le flou et nous allons voir comment, en cliquant sur OK, Photoshop va m'interpréter, va traiter cette image. Donc là, si je zoome et que je masque mon calque du haut, on voit effectivement que le visage a été lissé. Bon, je vous avoue que la photo n'est pas de super bonne qualité, mais on voit que lorsque je décoche mon calque du haut et que je reviens à l'image originale, on voit que certains défauts ont été lissés. Certes, ce n'est pas révolutionnaire, cela est lié à la qualité de la photo d'origine. Donc, on va pousser un petit peu le bouchon plus loin pour voir si, en mettant le réglage maximum, le flou s'opère. Donc là, je mets le flou, je lisse à mort et vous voyez ici que le résultat, sans être
parfait, donc je vous dis que c'est lié à la qualité de l'image, ben ça fonctionne quand même très bien. Vous voyez que si je masque mon calque du haut, eh bien, mon visage est quand même plus lisse, moins marqué. Alors évidemment, hein, si vous dézoomez, la différence est encore criante. Donc là, on dirait que j'ai un masque de cire. Donc l'astuce, en fait, quand vous avez une photo comme ceci, c'est de jouer sur les réglages effectués. Bon, là, je suis allé à fond pour vous montrer, mais évidemment, ici, ce n'est pas du tout convaincant dans la mesure où on voit que mon visage a été vraiment trop flouté. Donc ici, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc je vais supprimer le calque, le redupliquer et on va juste appliquer un réglage un petit peu plus fin. Donc je vais comme ça, j'augmente le lissage d'environ 20%, un léger flou et ici, le résultat est quand même beaucoup plus précis et fait moins artificiel que sur le premier essai. Vous voyez que les différences sont minimes, subtiles, mais ce filtre fonctionne de manière très efficace. Voilà pour le premier filtre neuronal. Pour notre deuxième filtre neuronal, j'ai téléchargé une image d'excellente qualité sur Pixabay. Je vous fournirai les images en lien si vous voulez reproduire les exercices en suivant la chronologie de ce cours. Ici aussi, j'opère de la même façon. CTRL-J ou commande-J si vous avez un Mac afin de dupliquer le calque de cette jeune fille. Filtre, Neural Filters. Et ici, vous allez voir que ce deuxième filtre est très intéressant. Il s'agit du portrait intelligent. Donc, je me décale un petit peu. Vous voyez que ici, le fait d'avoir actionné ce filtre neuronal, fait que Photoshop a compris que nous voulions nous baser sur la zone de la tête, d'où l'apparition de ce rectangle bleu. Et ici, ce filtre va consister en plusieurs choses. La première, ça va être de modifier les expressions de votre visage. Donc là, c'est très intéressant car l'intelligence artificielle va nous permettre de changer un visage statique en visage enthousiaste, en colère ou ce que vous voulez. Donc là, je vais pousser les curseurs au maximum pour que vous voyez les possibilités présentes ici. Donc si le bonheur, je le mets à -50, vous allez voir que l'expression du visage va changer. Donc vous voyez ici que les filtres, les modifications induites par l'application de ces filtres se passent dans le cloud. Donc parfois c'est un petit peu long, notamment lorsque vous poussez les valeurs comme je viens de le faire à mort. Bon voilà, là c'est la jeune fille, donc du coup a un visage boudeur. C'est parce que j'ai trop accentué le truc, mais si vous réglez ça au milieu, l'expression de déception sera plus discrète et plus réaliste. Et si je fais la même chose dans l'autre côté, on devrait obtenir un résultat enthousiaste. Et là, Photoshop m'a même créé une dentition, alors que cette photo nous montrait un sourire avec des lèvres fermées. Donc là aussi, on va le mettre un petit peu au milieu. Et là, c'est vrai que c'est vraiment bien fait. Voilà, cette jeune fille a un sourire, ce qui tranche avec le visage impassible du début. Donc là, je remets tout comme c'était à l'origine. Là, on va rajeunir l'aspect général du visage. Donc bon, là, c'est pas flagrant, mais on voit quand même que la photo est un petit peu plus lisse. Les cheveux ont été positionnés différemment. Et maintenant, nous allons faire le contraire. Nous allons pousser le curseur à droite. Et là, voilà, la dame a pris une quarantaine d'années d'un coup. Donc c'est vraiment très bien fait. Et bien sûr, ce filtre permet de cumuler les modifications apportées. Si je veux une dame âgée, mais néanmoins enthousiaste, eh bien, je peux combiner l'ensemble des filtres. Il est à noter que le fait d'avoir augmenté le taux de bonheur a immédiatement procédé à un rajeunissement du visage. Donc, vous voyez que dès que je vais vers le point 0 du bonheur, eh bien, le visage paraît mystérieusement moins âgé. Donc, on voit que quand on retouche le curseur vers le point 0, le visage paraît un petit peu moins âgé. Mais vous voyez que c'est vraiment très intéressant, cette combinaison de l'ensemble des filtres. Pour une meilleure démonstration, je reviens au début, je remets les curseurs à 0. Donc vous pouvez ici modifier l'épaisseur des cheveux pour leur donner plus de densité, rajouter des cheveux. Donc là, on va faire le contraire. Vous pouvez vraiment moduler l'ensemble des éléments et c'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo car je n'ai pas vu beaucoup tourner sur Internet et c'est quand même important, vous qui aimez Photoshop et l'intelligence artificielle. Donc vous voyez que ici, ce n'est pas très convaincant au niveau d'épaisseur des cheveux quand on va vers 0. En revanche, quand on va vers le maximum, les cheveux s'épaississent. Alors si vous voyez que parfois le filtre fonctionne mal, eh bien vous pouvez le désactiver et y revenir. Bon là, on voit que les cheveux sont beaucoup plus denses, donc tout fonctionne à merveille, de manière très facile.
Donc ce filtre neuronal permet aussi de changer la modification des yeux. Alors vous savez que moi qui suis un amoureux de Photoshop, j'ai remarqué que lorsque vous changez la direction des yeux, eh bien cela a parfois tendance à changer leur couleur. Vous allez voir que si je vais vers la droite, les yeux peuvent s'éclaircir, tirer vers le vert. On va regarder, vous voyez là les yeux ont bien changé de position, mais ils se sont un petit peu éclaircis. On est passé de noisette à vert foncé. Donc on va pousser le curseur également à son maximum. Et voilà, là la théorie se confirme. Bon, c'est pas très flagrant, mais on voit quand même que la couleur initiale a été modifiée. Et si je vais de l'autre côté, là on voit bien dans cet exemple que les yeux ont bien changé de couleur et qu'ils se sont bien orientés de l'autre côté. Bon après, si vous avez des problèmes liés au fait de cette couleur des yeux, vous connaissez les différentes méthodes de changement de couleur sous Photoshop, donc je n'y reviens pas. Ce qui est intéressant aussi dans le portrait intelligent, c'est que vous pouvez jouer sur les expressions. Ici, on a deux expressions majeures, la surprise et la colère. Donc si vous voulez quelqu'un d'étonné, ben pareil, je vais pousser le curseur à fond et vous allez voir qu'au niveau des sourcils et de l'expression, voilà, la fille a l'air un petit peu surprise. Donc je ne vous conseillerais jamais d'aller jusqu'au bout parce que là les yeux sont un petit peu déformés. Choisissez toujours une valeur médiane, c'est-à-dire 25-30 pour un rendu réaliste. Je peux vous assurer que même ici, l'effet de surprise sera quand même assez convaincant. Voilà, on va plutôt dire que c'est une perplexité qu'une surprise en tant que telle. Donc ça, je n'insiste pas, vous avez compris comment ça fonctionne. La colère, c'est pas mal aussi. Donc là, si je pousse le curseur à bloc, on va voir que la fille est très en colère, etc. On voit aussi les limites de la technique du fait que là, on voit que les expressions sont générées grâce à un glissement de pixels et que parfois ce glissement, comme en haut de la tête, fait qu'il apparaît des aberrations graphiques, mais ça c'est pas grave, hein. Vous sélectionnez un rectangle, le remplissage d'après le contenu, et la partie qui n'est plus remplie de matière sera instantanément et très facilement remplacée. Donc ici aussi, hein, je ne vous conseille jamais d'aller jusqu'au bout des choses, choisissez une valeur médiane jusqu'à obtenir l'effet escompté. Donc, vous voyez ici, si je valide par exemple et que je désélectionne mon calque, il suffira ici en cliquant sur M et en sélectionnant le rectangle de sélection de procéder à un remplissage non pas de la couleur de premier plan mais du contenu pris en compte et Photoshop va facilement s'exécuter, voilà, pour vous restituer la matière en trop. Ici, opérez un CTRL D ou un commande D pour désélectionner et voilà le travail. Bon, ici, ça fait un petit peu une choucroute à la Amy Winehouse. Bon, ça se peaufine. Vous pouvez aussi faire un recadrage de votre image pour procéder à un rendu plus réaliste. Donc vous appuyez sur le raccourci pour le recadrage, c'est C comme cadre au niveau mémotechnique. Et voilà le travail, je valide. Et le défaut est beaucoup moins marqué. Donc je vais supprimer ce calque pour revenir à notre visage originel. Je vais le dupliquer, CTRL-J, Command-J. Je reviens sur le deuxième filtre neuronal pour vous montrer la fin du processus. Donc, au niveau des expressions, on a vu que la surprise et la colère étaient pas mal. Et après, vous avez le général. Alors là, c'est carrément pour changer certains angles, certains axes, comme on pourrait le faire avec la fonction fluidité. Donc là, si je vais vers la droite, eh bien, vous aurez compris que l'inclinaison du visage va en être affectée. Regardez bien, le temps que les données soient traitées dans le cloud, alors là, ça dépend de la puissance de votre connexion Internet, de la puissance de votre microprocesseur. Donc selon ces éléments, eh bien, la génération se fera beaucoup plus rapidement. Donc ici, nous avons temporairement désactivé ce filtre en raison d'une erreur, mais c'est pas grave, on est têtu, on va quand même insister. Ça peut arriver, hein. Alors, on va aller dans l'autre sens. Donc, ici, rien à faire. C'est pas grave, je désactive. Très bien. Je reviens dans mon filtre neuronal. Bon, ça peut arriver, ne vous inquiétez pas, hein. On va essayer de parvenir à ce qu'on veut. Voilà, ici, les données sont traitées. Et au bout de quelques secondes, normalement, l'inclinaison du visage devrait être opérationnelle. Alors, si vous voyez que parfois, il vous arrive de voir des erreurs au niveau des filtres neuronaux, eh bien, cela est souvent lié au fait que votre Photoshop a du mal à fonctionner en raison d'un disque dur trop rempli. Alors vous savez que lorsque vous faites appel à l'intelligence artificielle, Photoshop grignote, puise dans ses ressources et que ce dernier a besoin d'au moins 10 Go pour fonctionner correctement. Ça veut dire que, et c'est notamment le cas avec les Mac, les disques durs ne sont pas très développés en termes de mémoire et donc si cette condition des 10 Go n'est pas respectée, vous allez avoir des saturations et donc il va falloir faire un peu de place sur votre disque dur. Donc là c'est ce que j'ai fait. On va voir si en appliquant le filtre neuronal que nous avons déjà commencé à voir, le portrait intelligent,
Photoshop va enfin se résoudre à modifier la direction de la tête comme nous le voulions. Voilà. C'était bien ceci. Vous voyez que ici, Photoshop a bien procédé à une rotation du visage. Donc, il y a quand même quelques petits défauts. Vous voyez, du fait que dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, ces techniques sont souvent basées sur un glissement des pixels, eh bien là, il y a des petites aberrations. Donc là, même système que tout à l'heure, hein, vous sélectionnez la zone, vous effectuez un remplissage basé sur le contenu. Et ce défaut sera atténué. On va essayer dans l'autre sens. Voilà, là, cette orientation n'est pas mal. Il y a un petit défaut à ce niveau-là, même topo. Et ensuite, nous avons la fixation de l'alignement de la tête. On va voir à quoi ça correspond. Donc là, je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser cette pratique. Mais voilà, elle est liée à un décalage de la tête. Donc ça, je ne vous conseille pas trop de l'utiliser à partir du moment où vous avez déjà procédé à une direction de la tête. Parce que vous voyez ici, au niveau des muscles ici du cou, eh bien cela provoque un décalage qui rend obsolète l'aspect réaliste que vous voulez donner à votre image. Donc là, je vais me remettre à 0 et je ne vais jouer que sur la direction de la tête. Voilà, créer un rendu un petit peu plus réaliste. Le troisième élément est d'importance car la direction de la lumière va jouer sur le réalisme, voilà, de votre composition. Ici, on voit que la lumière surgit de droite. Elle va donc éclairer le centre du visage. Mais ici, cela va vous créer un défaut qui est lié à l'orientation du visage. Vous voyez qu'ici, il y a une cassure dans les cheveux comme si j'étais allé chez le coiffeur. Enfin, pas moi, vu mon pédigré capillaire. Mais quand vous avez une personne comme ceci, eh bien, si vous mêlez les deux techniques, eh bien, l'une risque de porter nuisance à l'autre. Voilà, là, c'est pas mal. La lumière surgit bien de ce côté. On va essayer l'orientation inverse. Et on voit que ici, c'est beaucoup plus pertinent puisque ici, les cheveux ne connaissent pas la cassure que je viens de vous montrer et le visage est parfaitement éclairé de ce côté. Donc sur ce point, rien à dire. Les filtres fonctionnent très bien à condition de compiler, de cumuler les réglages issus d'un même filtre, ce qui peut provoquer des aberrations visuelles. Ensuite, nous avons les paramètres. Alors, conserver les détails uniques, on va se mettre à 0. Donc là, cela n'a pas trop grande incidence. Je vous avoue que au niveau des détails uniques, je ne sais pas trop ce à quoi correspond cette fonctionnalité. En revanche, le contour progressif du masque, c'est pas mal. Vous allez voir que quand je vais le mettre à fond, au niveau des cheveux par exemple, eh bien l'ensemble sera beaucoup plus flouté. Alors, quel est l'intérêt de cette pratique? Eh bien, si vous voulez détourer le visage de la fille, le fait d'avoir un contour progressif permettra de caler la nouvelle image sur un fond sans que le détourage soit marqué. Ok? Donc voilà pour les portraits intelligents. Cette fonctionnalité est très utile lorsque vous voulez opérer des modifications relatives à l'âge, aux expressions ou à l'inclinaison du visage. C'est très efficace. Donc maintenant, je vais décocher ce filtre et nous allons maquiller notre fille. Alors là, vous savez que dans Photoshop, alors je vais vous faire un petit rappel, une technique classique que j'aime bien utiliser pour le maquillage et toujours pour respecter ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire ne jamais utiliser de technique destructrice. Eh bien ici, je vais créer un calque vierge, je vais aller dans mes couleurs, je vais choisir un rouge un petit peu foncé comme cela. Je vais cliquer sur B comme brosse pour appliquer un rouge à lèvres. Je vais augmenter la taille de mon pinceau. Je vais veiller à ce que celui-ci, en opérant clic droit, soit flou. Et ici, ce que je fais traditionnellement, c'est que je peins au-dessus de la lèvre de la fille, comme ceci. Et ici, dans les modes de fusion, eh bien, voilà, vous pouvez choisir obscurcir, vous pouvez choisir produit, vous pouvez choisir incrustation, lumière tamisée. Donc, les modes de fusion de calque jouent sur l'addition, la soustraction du calque situé au-dessus du calque à traiter. Donc, si je vais lumière tamisée, on voit bien qu'en zoomant, les commissures des lèvres sont bien visibles. Donc là, vous pouvez toujours rajouter de la matière manquante et jouer sur l'opacité du calque si vous voulez que la couleur appliquée soit un petit peu moins criarde. Voilà, si vous faites comme ceci, toujours le même principe, vous décochez le calque pour voir l'image telle qu'elle était à l'origine, et il en est de même pour le fond de teint, pour le gloss, ce que vous voulez. Voilà la technique que j'utilise traditionnellement. Mais ici, ce n'est pas ce qu'on veut dans ce Neural Filters. Ici, lorsque je vais sur filtre Neuronal, et que je clique sur transfert de maquillage, eh bien ici,
la terminologie est importante. Ici, il ne s'agit pas d'appliquer la méthode classique ou d'utiliser une méthode qui va me permettre dans son ensemble de maquiller la fille, mais de me baser sur une image de référence afin que le maquillage détecté dans cette image se répercute sur le visage de la fille. Ok? Alors, ici, je vais vous montrer l'image de référence que j'ai choisie. Vous allez voir qu'il s'agit d'un personnage très connu et on va voir si le filtre neuronal via l'intelligence artificielle permet d'obtenir un résultat satisfaisant. Alors pour ce faire, l'image de référence que vous choisissez ici, sélectionnez une image sur l'ordinateur, eh bien l'image concerne notre ami Phoenix dans son rôle culte du Joker. Et donc, par ce biais, je voudrais que le maquillage du Joker se répercute sur le visage de la fille. Alors parfois, je vous le dis par avance, le résultat est aléatoire. Ça dépend de la qualité de l'image que vous êtes en train de traiter, mais aussi de la qualité de l'image que vous avez incluse comme image de référence. Ben, on va essayer, on va pas se casser la tête, on va faire OK, on va voir comment Photoshop interprète cela. Eh bien, vous voyez ici, hormis au niveau des yeux, comme nous le voyons ici, ce n'est pas très flagrant. Si je masque mon calque, voilà, on voit que le maquillage a été appliqué, mais c'est assez intéressant. Donc là, il y a un petit défaut, par exemple, au niveau du front. Donc ici, bon, vous voyez que ça fonctionne. Après, c'est à vous de choisir votre maquillage, voir lequel est le plus adapté. Donc, le filtre fonctionne, même si on n'a pas le teint de craie du Joker. Mais vous voyez que tout fonctionne bien. Et ici, pour les défauts occasionnés, eh bien là, je vous invite à revenir à une technique classique qui consiste à créer un masque de fusion. Un masque de fusion est une sorte de zone de sécurité symbolisée par cette petite vignette ici, grâce auquel, en sélectionnant le pinceau de couleur noire, vous pouvez effacer les défauts. Alors en fait, le masque de fusion couleur noire permet d'effacer de la matière et le blanc, si je switch comme ça, permet de récupérer la matière effacée. Donc ce que je veux vous dire, et j'en reviens à ce que je disais au début, lorsque vous voulez travailler sur Photoshop, n'oubliez jamais de dupliquer le calque d'arrière-plan. Non seulement cela vous permet de le préserver, et le deuxième grand principe, le deuxième grand bénéfice, c'est que lorsque vous avez deux calques superposés, eh bien, en masquant le calque similaire sur lequel vous avez appliqué des modifications, eh bien, cela permettra d'effacer une partie, comme cela, d'affiner l'ensemble, et en masquant le calque modifié, vous voyez que on revient au calque original. Et si je fais l'inverse, en masquant le calque original, on voit qu'ici, j'ai fait un trou en fait dans mon calque modifié qui ne sera pas visible à partir du moment où les deux calques sont visibles. Donc, ce que j'aime bien dans cette pratique, c'est qu'on mêle intelligence artificielle et fonctionnalité classique, ce qui quand même est le bras armé de Photoshop, le levier directeur qui, grâce à cette combinaison, vous permettra d'obtenir des résultats plus que satisfaisants. Donc là, si vous voulez peaufiner un petit peu cette marque, c'est pareil, pinceau en mode noir et vous peaufinez vos réglages sous Photoshop de la manière la plus précise possible. Tout ça pour vous dire que l'intelligence artificielle est un outil majeur, mais il ne fait pas tout, d'où l'importance de recourir à un logiciel aussi merveilleux que Photoshop. Pour le filtre suivant, le mix de paysage, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai ouvert cette image de paysage neigeux et je veux me servir d'une autre image pour opérer des modifications visuelles au niveau de cette dernière. Donc ici, je vais cliquer sur mix de paysage. Alors le principe est très simple. À partir de cette image, vous pouvez modifier sa lumière, le fait que cette image soit de jour, de nuit, au coucher du soleil. Je vais vous montrer ça. Donc pour l'instant, je ne vais prendre aucune image de référence. Je vais simplement pousser le curseur de nuit à son paroxysme, je dirais. Et vous allez voir que très vite, on obtient un paysage nocturne assez bien fichu. Donc là, si je clique ici pour avoir un petit peu moins cet aspect orangé et que je reviens à 0 ici, vous voyez que ce filtre s'est infusé dans celui-ci. Si je clique sur celui de côté, alors au-delà de ces choix de jour, de nuit, de coucher de soleil qui marchent quand même très bien, comme vous le voyez ici, vous pouvez simplement vous servir d'images de référence telles que proposées ici pour induire les couleurs, la luminosité, etc. Donc on va tester, voir ce que ça donne. Vous voyez qu'ici, les arbres sont beaucoup plus
automnaux, je dirais. Et ici, vous voyez que tout fonctionne très bien. J'ai préparé d'autres images différentes, comme cette image. Alors, je sors de là, je vais vous montrer. Voilà, cette image qui est originellement, naturellement comme cela. Donc ici, je vais dupliquer, selon ma vieille habitude, mon calque d'arrière-plan, déclencher le filtre neuronal, mix de paysage, et ici, même chose, si je clique ici, on va voir que selon les couleurs dominantes, voilà, certains filtres ont plus de mal à s'appliquer. Je m'explique, ça veut dire que si vous avez une image de base, d'origine, où les couleurs sont assez chaudes, comme dans ce cas-là où il y a un dégradé violet, rosé, et un petit peu bleu pastel, eh bien, on a plus de mal à choisir une photo plus bleutée. On va essayer avec le reste, si on choisit celle-ci, voilà. Alors ici, ça crée des aberrations dans la mesure où l'herbe s'est incrustée dans des parties de l'image où il n'y a aucun réalisme lié à cela. Ok, mais bon, vous pouvez toujours tester hein, si vous voulez vous amuser. Il suffit de choisir une bonne image, de la marier avec une autre image du même style et vous allez peu à peu, je dirais, obtenir la même chose. Donc là, je remets l'intensité à 0. Donc on a vu qu'on pouvait, voilà, par exemple, là, on est au lever du soleil. Et bien, si je veux accentuer un peu l'effet du jour qui se lève, normalement, en procédant comme suit, et en augmentant l'intensité, je devrais pouvoir obtenir voilà, un jour un petit peu plus prononcé. Alors après, vous voyez, il faut vraiment jouer avec ça pour pas que ça crée d'aberrations chromatiques avec des couleurs trop brûlées, etc. Bon, là, c'est pas trop mal. On va choisir, en bas, vous voyez, vous avez d'autres choses. Vous pouvez choisir les saisons, vous pouvez choisir... Alors, conserver le sujet, normalement, c'est lorsque vous voulez ne pas avoir effacé un bonhomme sur une image, etc. Bon, ça n'a pas très grande importance. Je reviens ici, vous voyez, donc tout fonctionne très bien. Vous pouvez aussi choisir une image qui est issue de votre disque dur et non pas une image par défaut proposée par Photoshop. Donc là, très facile, hein, vous cliquez sur personnaliser, sélectionnez une image. Là, je vais choisir une capture d'écran. Voilà, qui correspond à une image lumineuse, c'est-à-dire une mer d'huile bleutée, etc. Je vais descendre ici, je vais augmenter l'intensité. Et voilà, vous voyez que les couleurs de l'image choisie jouent un rôle, infuse dans votre image d'origine. Donc ici, toujours la même chose. Je peux donc choisir l'intensité. Je peux choisir d'augmenter l'intensité lumineuse liée au fait que le jour se lève. Je peux choisir par exemple d'accentuer l'effet automnal de la photo. Alors quand vous avez des étendues d'eau, c'est moins évident. Si par exemple vous avez des arbres verts et que vous augmentez automne, eh bien vous allez voir que les feuilles jaunissent, rougissent, on va le voir. Donc là je fais OK. N'oubliez pas que grâce au système de calque ici, en masquant le calque, vous pouvez voir les différences occasionnées entre la photo d'origine et les modifications apportées. Je vais sur ma troisième image, donc celle-là on l'a déjà vu, elle ne nous intéresse pas. Encore que, voilà, celle-ci, vous voyez qu'on est en plein hiver, donc les arbres sont sous leur manteau neigeux. Donc si je vais sur le filtre neuronal correspondant à cela, que je fais mix de paysage et que j'accentue l'effet automnal, normalement la couleur des arbres devrait changer pour voilà, correspondre à des couleurs un petit peu plus automnales. Vous voyez que si je pousse le curseur, eh bien, la tonalité, la teinte générale est beaucoup plus chaude et on voit que plus je pousse, plus on va avoir un aspect plus automnal, par exemple au niveau des couleurs des feuilles, etc. Et vous pouvez bien sûr le rendre encore plus accentué en choisissant une des images de référence. On peut essayer celle-ci. Voilà, là c'est vraiment automnal. Là on a plus de neige, on n'a plus rien. Donc vous avez compris que ce filtre est assez facile à utiliser. Ici, ce n'est pas un problème de technique, c'est plutôt un problème d'harmonisation entre l'image d'origine et l'image que vous prenez en référence pour changer l'atmosphère générale de cette dernière, qu'il s'agisse d'une plus grande intensité, de saison, de couleurs plus vives ou plus sombres, du jour, de la nuit. Voilà, vous avez compris comment cela fonctionnait. Donc pour continuer avec les autres filtres, je vais supprimer ce calque. Je vais garder le calque neigeux, je retourne dans mes filtres neuronaux et nous allons voir le transfert de style. Alors le transfert de style est basé exactement sur le même principe que le filtre neuronal précédent, à une exception près qu'ici, on ne sollicite pas une autre image, mais un style
à appliquer. Donc ici, vous voyez que les styles proposés sont souvent liés à des techniques picturales issues des grands maîtres de la peinture. Donc là, on a Hokusai, on a Van Gogh, on a Monet avec les nénuphars, on a Munch, on a beaucoup de choses. Donc ici, j'ai une montagne. Si je veux, par exemple, appliquer le style d'Hokusai, je clique dessus. Je vais jouer sur l'intensité. Donc là, il ne faut pas trop pousser les curseurs, sinon vous allez transformer une photo en véritable estampe japonaise. Donc là, c'est pas très réussi. Il faut donc jouer sur l'opacité du style. Donc vous voyez qu'ici, il aurait fallu peut-être choisir une montagne pour que le style d'Hokusai s'imprègne de manière très pratique, très pertinente dans ce cas-là. Si on choisit Van Gogh, on va voir ce que cela donne. Donc voilà, Van Gogh. Bon, là, c'est pas un problème de style, c'est plutôt un problème lié à la photo choisie. Vous voyez qu'ici, on retrouve bien le style un petit peu de la nuit étoilée de Van Gogh, de ce genre de choses. Si on applique Munch, on va voir ce que cela donne. Bon, Munch, c'est un peu aléatoire. Bon, à mon avis, je n'ai pas choisi la bonne photo. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir en arrière et on va essayer de prendre une photo dans laquelle figurent des personnages. Et une montagne de type Mont Fuji par exemple, pour voir si le style d'Hokusai s'imprègne bien dans notre document. Donc je vais sur internet pour rechercher de nouvelles images. Voilà, j'ai donc importé une photo du Mont Fuji pour voir si le style que nous voulons appliquer sur cette photo va être pertinent, efficace ou pas. Donc je retourne dans mes transferts de style. Donc ici il s'agit d'une photo du Mont Fuji, donc je vais cliquer sur le style Hokusai. Normalement cela devrait être adapté. Donc là, le style s'applique de manière très agressive. Donc on va aller réduire l'intensité. On va réduire les détails. Alors ici, on obtient un style un petit peu artistique. On va jouer sur l'opacité du style. Bon, ce filtre neuronal est loin d'être parfait, mais il a au moins pour but de vous montrer comment cela fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser. Donc le flou d'arrière-plan, ça va consister à flouter tel que son nom l'indique les éléments situés en arrière-plan. Bon, la luminosité, ça va accentuer un petit peu le filtre, donc je pense qu'il va falloir la baisser un petit peu ou la laisser à 0 telle qu'elle était. On va essayer d'appliquer un autre style comme celui-ci. Donc bon, voilà, c'est pas mal, mais c'est pas non plus ce qu'on veut obtenir. Alors ici, c'est pareil, hein, si vous avez par exemple l'image d'une photo artistique que vous aimez bien, vous pouvez l'importer comme on l'a fait dans le cas précédent. Je vais essayer mon deuxième exemple, c'est-à-dire que je vais prendre l'image de cette jeune fille et on va voir si en appliquant l'effet Munch, cela est plus convaincant. Bon, je vous avoue que c'est pas le filtre que je préfère, mais mon but c'est de vous donner tous les éléments et on va voir donc si celui-ci fonctionne correctement. Donc celui-ci, voilà, on est plus dans le style de Munch, même si l'intensité est trop forte. Et vous voyez que voilà, on voit bien les coups de pinceau un petit peu marqués, vous voyez, qui caractérisent le style de Munch. Voilà, en jouant sur l'opacité, on obtient un effet artistique qui est intéressant. On peut jouer sur le flou de l'arrière-plan. Vous voyez ici, si je joue sur le flou de l'arrière-plan, eh bien le sujet principal est bien net, tandis que le flou, eh bien, permet une sorte de profondeur de champ qui, selon l'image sélectionnée, aura une répercussion sur le style général de votre image. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Je n'insiste pas plus sur ce filtre neuronal relatif au transfert de style. Donc qu'il s'agisse de mix de paysage ou de transfert de style, on a compris, on a une image d'origine. On peut moduler le style de cette image, soit grâce à une photo dans le premier cas, soit grâce à un style artistique dans le second cas. Comme je vous l'ai dit ici, la technique n'est pas difficile, c'est plutôt le choix pertinent de la photo A et de sa référence, la photo B, qui conditionneront la qualité finale de l'application de l'intelligence artificielle dans ce cas précis. Pour l'application du filtre suivant, il va vous falloir à minima 2 images, votre fond et une image détourée. Ici, le sujet central est ce petit ours blanc, et dans le deuxième cas, un avion qui survole la mer dans une ambiance coucher de soleil. Petite parenthèse sur Photoshop, lorsque je corrige des cas pratiques que je donne à mes stagiaires, le plus souvent, le détourage, la juxtaposition des éléments est parfaitement exécuté, mais là où on voit qu'il y a des erreurs, et c'est là que ça fait amateur, c'est que parfois, l'harmonie des couleurs, les niveaux, les courbes, bref, tout ce qui tient à l'équilibre colorimétrique et lumineux d'une photo fait que on voit que les éléments n'ont pas été harmonisés et on voit surtout le trucage. Ici, l'avion est beaucoup trop bleu par rapport
à l'ambiance générale. Et ici, on voit que le petit ours n'a pas les reflets bleutés correspondant à l'ambiance générale de l'image. Donc, on peut tout à fait faire ça en créant un calque de réglage niveau, un calque de réglage courbe, un calque de réglage harmonie des couleurs, etc. Mais pourquoi s'embêter à utiliser des techniques classiques alors que l'intelligence artificielle, via le filtre neuronal que nous allons voir maintenant, permet de faciliter le processus. Alors, on va voir donc le filtre harmonisation, je l'enclenche. Voilà. Alors, l'image de référence ici n'est pas une image en tant que telle, mais l'image de référence qui est fixée sur le calque du dessous, ici le calque 1. Donc, le calque 1 sera notre image de référence. Et ici, simplement, on va voir qu'en jouant par exemple sur ces réglages tels que l'augmentation du cyan, vous voyez que ici, la fourrure, le pelage de l'ours correspond déjà bien mieux à la couleur générale de l'image. Donc ici, vous pouvez jouer sur tous les éléments. Ici, on va rajouter un petit peu de vert, trop point non faux. Vous voyez, et cela consiste en fait, grâce à des réglages de base, à procéder à une harmonisation générale des éléments situés dans l'image pour que on n'ait pas l'impression en fait qu'il s'agit d'un trucage, mais bien d'éléments faisant partie de la même photo. Donc vous voyez ici, en jouant sur l'opacité, si je reviens à 0, voilà tel qu'était notre ours au départ. Et au fur et à mesure que je vais augmenter cela, eh bien on voit que la couleur de l'ours va s'harmoniser au climat global au niveau des couleurs. Donc, j'ai fait exprès de choisir une couleur hivernale et une couleur plus chaude correspondant à un coucher soleil. Tout ça pour vous dire que si vous avez des images telles que cet ours, eh bien, vous allez plus jouer vers les couleurs bleutées, tandis que, donc, des couleurs plus froides, tandis que dans le deuxième cas, on va plutôt jouer sur des couleurs plus chaudes. Donc là, si je valide, on voit que mon ourson, voilà, mon nouveau calque, a bien été intégré et correspond plus à l'ambiance générale du paysage. Dans le deuxième exemple, nous allons procéder de la même façon. Alors ici, ça risque d'être un petit peu plus difficile car les couleurs de l'avion sont beaucoup plus prononcées et créent une rupture colorimétrique par rapport au fond. Donc filtre, Neural Filters, mon image de référence. Donc je vais sur harmonisation. Ici, mon image de référence, c'est toujours le calque situé en dessous, donc l'arrière-plan. Donc, vous voyez qu'il y a déjà eu un effet sur la surface de l'avion. On voit déjà qu'ils se font beaucoup mieux dans le décor. Donc là, on va augmenter un petit peu le rouge. Donc là, c'est trop, puisque il ne faut pas que ça crée des effets trop marqués au niveau du mauve. Donc celui-ci ne va pas y toucher, ou alors légèrement vers le vert. En revanche, ici, on va insister un petit peu sur le jaune. Voilà, comme ceci. Et on va jouer sur l'intensité. Et là, en jouant sur l'intensité et en opérant simplement quelques petits réglages à ce niveau, eh bien, on voit que l'avion est parfaitement incrusté dans l'ambiance quasi nocturne à venir de la photo. Ici, vous pouvez jouer avec la saturation. Donc ça dépend aussi de votre image d'origine. Voilà, si vous jouez trop sur la saturation, ben ici, on va voir que l'image n'est pas vraiment intégrée, incrustée dans la photo, mais correspond à un trucage. Et après, vous pouvez jouer vraiment sur des éléments liés à la luminosité. Donc là, c'est pas mal. Ça dépend de l'intensité lumineuse. Mais vous voyez que sans être parfait, en quelques coups de curseur, vous voyez que vous obtenez des images beaucoup plus réalistes. Et alors, il y a un truc intéressant avec Photoshop, c'est qu'on se rend compte que dès que vous apportez une modification à un ensemble et que vous décochez la modification apportée, eh bien, les couleurs du début paraissent beaucoup plus saturée, intense, qu'elle ne vous paraissait au départ. Donc ici, vous voyez, l'avion était vraiment marqué bleu, etc. Et en quelques coups de clic, en quelques coups de curseur, voilà un avion qui s'intègre bien dans son ensemble. Donc pour un paysage de fin de journée, mettez l'accent sur les couleurs rouges, tandis que sur un paysage avec des tendances plutôt verdâtres, bleutées, jouez sur les tons froids, c'est-à-dire le cyan, le bleu, etc. Donc voilà pour ce petit filtre neuronal qui est vraiment pratique lorsqu'on n'a pas l'habitude des calques de réglage, des calques de correspondance des couleurs et ce genre d'outils classiques qui existent sur Photoshop depuis fort longtemps. Pour le filtre suivant, je vais conserver l'image de cet ourson, donc je vais cocher sur le bon calque et ici je vais cliquer sur le paysage, c'est-à-dire l'élément correspondant au fond. Je vais aller sur filtre, Neural Filters et je vais sélectionner le transfert de couleur. Alors le transfert de couleur, c'est exactement le même principe que les filtres créatifs que nous venons de voir, le mix de paysage et le transfert de style, Ici, tout résulte de la même technique,
C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, j'ai mon image d'origine, et ici, Photoshop me permet de choisir des images où les couleurs sont différentes les unes des autres. Donc là, c'est très simple. Si je veux appliquer la couleur, par exemple, bleutée de ces plumes à mon image, il suffit que je clique dessus. Alors ici, précisez quand même que vous êtes sur un espace RVB et non pas Lab. Lab, c'est un format qui est dédié au laboratoire photo, etc. En général, vous travaillez toujours sur un espace RVB. Donc une fois que c'est fait, vous voyez que, la couleur s'est bien imprégnée. Donc ici, c'est une couleur et non pas un mix qui s'inspire d'un paysage. Ça pourrait prêter à confusion, c'est pour ça que je vous confirme cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, une fois que vous avez choisi votre couleur, ben, vous pouvez choisir de la désaturer un peu. Voilà, c'est beaucoup plus joli. De jouer sur la teinte. Donc là, ces éléments, il faut vraiment les faire de manière très subtile. Sinon, les différences vont être énormes. Et vous pouvez également jouer sur la luminosité. Et là où c'est intéressant, c'est que si je choisis ce filtre, que je l'applique, on voit que en masquant mon calque sur lequel j'ai appliqué ce filtre, du fait qu'il me reste sa copie d'origine en dessous, on voit la différence. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut cumuler les filtres. Là, du fait que j'ai imprégné la couleur s'inspirant d'une image beaucoup plus bleutée que ma neige ne l'était à l'origine, mais du coup, le petit ours, il faudrait qu'on fasse la même chose, si vous voulez. Donc là, c'est très simple. Hein. Vous retournez sur l'ours qui n'avait pas été traité au départ. Filtre, Neural Filters. Je vais sur Harmonisation. Là, je choisis le calque que je viens de modifier et je vais l'appliquer de la même façon sur l'ours en jouant un petit peu plus sur le cyan. Et vous voyez que le poil de l'ours se fait plus bleuté. Donc là, je force le trait, mais vous voyez que tout est vraiment ciselé au cordeau et permet des réglages vraiment pertinents. Donc voilà notre ours qui est désormais baigné dans la lumière bleutée du paysage enneigé. Donc voilà, hein, pour ce filtre, je ne vais pas insister davantage. Il fonctionne comme les deux précédents et il ne soulèvera pas de difficultés majeures, si ce n'est le choix subtil entre des couleurs harmonieuses entre elles. Alors, le filtre que nous allons voir maintenant est vraiment très utile car son but est de coloriser une photo en noir et blanc. Alors, on a beau reprocher à l'intelligence artificielle un tas de choses, mais lorsque vous aviez l'intention, il y a quelques années, de coloriser une photo noir et blanc avec Photoshop, eh bien, c'était assez long puisqu'il fallait choisir l'ensemble des éléments, la peau, les éléments, les habits, le fond, le ciel, et cet ensemble de choses. Et je peux vous dire que la première remarque, c'était que déjà le processus était extrêmement long, et la deuxième remarque, c'était que le résultat n'était pas forcément à la hauteur de nos attentes. Donc ici, j'ai fait exprès de choisir une fille dans un paysage, un enfant en gros plan et un objet contre un mur. Donc on va voir si tout marche parfaitement. Donc je vais dans Filtre, Neural Filters, je me rends sur Coloriser et voyez que très rapidement, voilà, on a quelques éléments liés à la colorisation qui apparaissent ici. Donc au niveau du profil, vous pouvez choisir le style de couleur à appliquer. Est-ce que vous voulez plutôt un rétro bleu marron? Tout dépend de la photo initiale. Donc là, je ne vais pas prendre de profil spécifique. On va juste saturer un petit peu les couleurs qu'il nous a proposées par défaut. Bon là, je vous avoue que c'est pas terrible dans la mesure où on voit que là il y a du bleu, mais entre les roues, on ne voit pas que cette photo a été colorisée. Donc ici, on va choisir quand même un rétro lumineux. Je vais intensifier le profil et en l'intensifiant et en jouant sur la saturation de certains éléments, on voit que les couleurs se précisent. Donc réduction des artefacts de couleurs. Alors ici, la terminologie réduction des artefacts de couleurs, cela signifie qu'il s'agit de corriger des aberrations liées à la couleur, à l'application du bruit. Le bruit, c'est le grain, si vous voulez, qu'on distingue dans certaines couleurs. Donc ces artefacts sont des pans entiers de couleurs qui peuvent être mal gérés par rapport à l'image. Donc ici, si j'ai une chose à vous dire, c'est que ce filtre neuronal de colorisation fonctionne beaucoup mieux avec les portraits qu'avec des éléments visuels ancrés dans un paysage. Je vais faire annuler, je vais aller sur la woman sur la plage, on va essayer de voir si Photoshop s'en tire mieux ici.
Donc ici, ça va être assez difficile parce qu'on a un fond qui correspond à la mer, au sable. On va voir si Photoshop réussit à faire du meilleur travail. Donc là, c'est pas mal, hein. Donc ici, si je zoome, on voit que l'image est bien colorisée. On a bien nos points focaux, c'est-à-dire les sujets centraux de notre image. Au niveau du profil, on va voir si en prenant par exemple jaune clair, on obtient d'autres oscillations au niveau des couleurs. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas révolutionnaire. Après, vous pouvez jouer sur la saturation. Vous pouvez accentuer le cyan par exemple au niveau de la mer, le magenta. Donc vous pouvez toujours jouer avec tous ces éléments pour obtenir une colorisation. On va réduire, voir au niveau des artefacts de couleurs quels sont les défauts. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de bruit. Bon, vous voyez donc ce que cela peut donner. C'est pas révolutionnaire, mais disons que on peut déjà jouer là-dessus. Ensuite, vous pouvez évidemment créer des calques de réglage, de correspondance des couleurs pour accentuer les différentes modifications apparues du fait de l'application d'une couleur. Donc au niveau de la troisième image, normalement, celle-ci devrait être la plus adaptée, mais on ne sait jamais, on n'est jamais au bout de nos surprises lorsqu'on attend un résultat et que celui-ci se génère et qui ne correspond pas forcément à nos attentes. Donc on va voir. Bon, je rajoute aussi que ce processus de colorisation est vraiment adapté aux photos anciennes, les photos de nos grands-parents, où il y avait moins de techniques photographiques complexes pour un rendu beaucoup plus basique en fait. Alors là, Photoshop mouline un peu, on va attendre. Voilà, donc nous allons cliquer sur coloriser. Et voilà, vous voyez que c'est ce que je vous disais, hein, ce fil de colorisation est vraiment efficace sur des sujets en plan serré, vous voyez, beaucoup plus que sur des sujets inclus dans un paysage. Donc ici, en jouant dessus, rétro vert, rétro décoloré, vous pouvez encore intensifier la colorisation, la saturer au maximum comme ceci, la désaturer, apporter vos propres modulations. Et vous voyez que tout de même ici Photoshop a fait du bon boulot. Ensuite, si la couleur est trop marquée, ben, vous pouvez jouer simplement sur l'opacité du calque par-dessus et procéder à des réglages post-filtres neuronaux. Donc on le voit, ce filtre s'avère particulièrement efficace pour des photos de portraits dont la distance est assez proche, et vous permet en un seul clic et quelques petites modulations au niveau des réglages d'obtenir des colorisations particulièrement efficaces, ce que je vous invite à tester. Pour l'application du prochain filtre, le super zoom, celui-ci est pertinent lorsqu'il s'agit de récupérer la partie d'une image que vous voulez conserver et d'en augmenter la qualité. Vous savez que dans Photoshop ou dans tout autre type de logiciel de retouche photo, lorsque vous zoomez sur une photo selon sa résolution, eh bien, les pixels perdent en qualité. Vous voyez ici, si je zoome, le visage de cette personne souffre de défauts liés à une résolution qui n'est pas très élevée ici. Il s'agit d'un 72 pixels par pouce. Vous savez que la résolution idéale est de 300 pixels par pouce. Le pouce étant une valeur américaine correspondant à 2,54 cm. Donc ici, mon but est de récupérer le visage de cette personne. Donc c'est comme recadrage. Je vais recadrer la partie sur laquelle je vais vouloir augmenter la qualité. Je valide cela. Donc on a bien notre personne qui, on le voit, est pixelisée lorsqu'on effectue un zoom dessus. Donc là je vais dans filtre, filtre neuronaux et je vais activer le super zoom. Ici par défaut, donc voilà l'image que vous obtenez. Si je clique sur améliorer les détails de l'image, vous allez voir que dès que je clique dessus, hop, tous les pixels ont quasiment disparu. Ce qui est assez impressionnant. Regardez, je décoche, hop, ils reviennent. Alors basez-vous sur les yeux et sur le contour des lunettes. Et bien, vous voyez que tout est parfaitement lissé d'un coup. Donc ici, supprimer les artefacts JPEG, c'est ce que je vous expliquais précédemment, ce sont des grosses zones de couleurs visant à être améliorées. Voilà, vous voyez, là, ça vous lisse la peau. Et enfin, si il reste un petit peu de bruit, donc le grain qui est caractéristique de certaines photos, eh bien, cela va lisser encore davantage l'ensemble. Bon, évidemment, si vous faites ça, là, ça n'a plus aucune pertinence. Donc là, soyez toujours précis dans vos réglages. Il ne faut pas que la photo paraisse irréaliste du fait que vous avez trop poussé le curseur au sens propre et au sens figuré sur certains réglages. Là, on peut jouer sur la netteté. Donc la netteté, elle va encore atténuer le bruit.
mais en lui donnant un aspect un petit peu plus naturel. Donc là, on voit que la photo est quand même vraiment pas mal par rapport à celle du début, et je peux encore pousser le réglage plus loin en cliquant sur améliorer les détails de l'image. Et voilà, donc ici on retrouve des éléments plus précis. Donc là on va jouer sur la réduction du bruit encore davantage. Je vais faire OK. La caractéristique de ce filtre neuronal en opposition à ceux que nous avons observés antérieurement est liée au fait que après génération du filtre, eh bien, Photoshop nous a créé un document différent qui nous montre donc l'image traitée ici. Et ici, si je clique là, on obtiendra l'image telle qu'elle était au départ. Donc, vous voyez qu'au niveau des lunettes, des yeux, de la bouche, les pixels qui forment ici quasiment des angles, eh bien ici sont parfaitement estompés, et on voit que même si le résultat d'accord n'est pas parfait, eh bien vous permettent avec très peu de connaissances techniques de recadrer une zone de l'image et d'en maximiser la qualité, ce qui, avouez-le, est quand même pas mal. Alors, à partir de la photo traitée, si je veux encore agir sur une maximisation de la qualité, je ne vais, pour cet exemple, pas respecter la chronologie des filtres neuronaux. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais dans Filtres. Filtres neuronaux, je saute le filtre flou de profondeur pour me rendre immédiatement sur la suppression des artefacts JPEG. Donc ça, je vous ai déjà expliqué ce dont il s'agissait. Et bien simplement ici, vous voyez que je peux encore corriger des problèmes liés à des éléments qualitatifs qui n'auraient pas été respectés. Donc là, faible, bon, on voit que les pixels sont toujours là. Ici, moyen. Vous voyez que des détails liés à la couleur et à la netteté sont particulièrement marqués ici. Et si je fais élever, on voit que l'image est encore meilleure. Donc là, je vais faire annuler et je vais prendre l'image traitée, voilà, avec le filtre précédent, et je vais en repasser une couche sans faire de jeu de mots sous Photoshop. Suppression des artefacts, et là vous allez voir que l'image, en cliquant sur élever, va encore être de meilleure qualité que celle engendrée, créée grâce au filtre précédent. Donc voilà encore un fil de restauration qui permet de vous donner une image vraiment intéressante en termes de qualité, et permet de corriger des erreurs classiques, mais de façon très rapide, liées au traitement des pixels et de la résolution sous Photoshop. Alors, pour le filtre suivant, j'ai choisi cette photo de cette jeune fille enthousiaste en train d'effectuer un saut sur une plage ensoleillée. Donc voilà ce qu'on va faire avec cette photo. Filtre, Neural Filters, profondeur de champ. Donc là, tel que son nom l'indique, vous avez compris que ce filtre va consister à modifier la focale de la photographie en permettant de créer un fond artistique quelque peu flouté. Donc voilà, à peine vous cliquez, voilà, si vous conserver les valeurs par défaut, vous voyez que le fond a été modifié. Voilà, il est beaucoup plus flou. Alors ici, lorsque vous jouez sur la plage focale, eh bien, vous pouvez créer des variations dans l'application du flou. Et si en revanche, je décoche sujet de la mise au point et que je joue sur la distance focale, voilà ce qui va se passer. C'est le sujet qui va devenir flou et pas le fond. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez créer un effet artistique, cochez sur le sujet de la mise au point et jouez simplement avec les valeurs liées aux différentes possibilités d'application du flou, ce qui en toute évidence donne une valeur à votre photo, puisque ici la mer est estompée de manière très intelligente. La première partie ici où on voit un petit peu l'eau est un petit peu flou, mais juste ce qu'il faut, et la fille est parfaitement nette. Donc voilà un filtre très précieux et facile d'utilisation qui va vraiment donner une valeur ajoutée à vos photos. On peut aussi tester ça sur la photo de notre ami dont nous avons trituré le visage. Donc là, je vais faire la même chose. Filtre, filtre neuronal, flou de profondeur. Je joue sur la distance focale et vous voyez que c'est vraiment très très efficace. Donc dans ce cas-là, on voit vraiment que seul le fond est sollicité. Et à l'époque, il fallait sélectionner le caractère, appliquer un flou gaussien, un autre type de flou caractéristique pour obtenir ce résultat. Ici, en bougeant simplement le curseur, vous obtenez, selon vos choix, l'effet escompté.
Alors, pour évoquer l'ultime filtre neuronal, j'ai importé ici une photo abîmée. Donc, le filtre concerné s'appelle restauration. Alors, il n'est pas magique si vous voulez. Il ne va pas vous supprimer les rayures, etc. Donc là, il faudra quand même avoir une certaine technique pour faire cela. Donc, vous savez que plusieurs outils existent. Par exemple, si je choisis l'outil correcteur localisé, vous savez que celui-ci, en cliquant, vous permet voilà, de supprimer des grandes zones assez facilement. Bon, il y a d'autres techniques, hein, vous pouvez vraiment utiliser beaucoup de techniques pour cela. Et lorsque vous avez grosso modo terminé le travail de nettoyage de toutes les zones qui correspondent à des parties déchirées de la photo, bon là je vous fais ça vraiment à la truelle, hein, c'est vraiment pour vous montrer les différentes techniques. Donc là on a le correcteur localisé, vous avez aussi l'outil correcteur classique qui permet de sélectionner une partie de votre image pour remplacer une zone déterminée sans provoquer de tâches, de défauts majeurs, à l'inverse du tampon qui va vous restituer exactement la zone sur laquelle vous êtes en train de passer. Donc une fois que vous avez fait le gros du nettoyage par le biais de ces méthodes classiques, eh bien, il va falloir rebooster un peu votre photo. Voilà, si je zoome, on voit que c'est une vieille photo, celle-ci est assez floue, etc. Donc, je vais simplement sur Filtre, Neural Filters, je vais sélectionner le filtre Restauration. Et là, vous voyez qu'en jouant sur le curseur Amélioration de la photo va gagner en détail, vous voyez. Donc là, il ne faut pas trop exagérer, sinon la photo va être un petit peu saturée, on ne va pas obtenir ce qu'on veut. Vous pouvez améliorer les visages. Donc là, je pousse le curseur au maximum. Donc là, les visages sont lisses. Vous voyez, on dirait presque que les yeux sont colorés, en fait, tellement c'est précis. Et ici, donc, on a la réduction du bruit. Donc là, je vais la mettre au maximum. Donc, tous les défauts occasionnés vont disparaître. Donc là, vous voyez, on a exagéré, mais j'exagère pour vous montrer vraiment les modifications apportées à la photo. Donc, tout l'ensemble de cette stratégie, de cette tactique sera basé sur la finesse de vos réglages. Et vous voyez que la photo, si elle est abîmée à la base, elle gagne quand même en qualité. Là, on peut réduire le bruit chromatique. Le bruit chromatique, c'est le bruit qui est lié à certaines teintes qui désavantagent un peu votre photo. Donc, les artefacts de demi-teinte, c'est lié à des couleurs un petit peu assez ténues qu'on ne remarque pas immédiatement de visu. Et la réduction des artefacts JPEG, ça joue sur l'ensemble des couleurs dominantes. Donc vous voyez que, bon là j'exagère un peu, hein, ça je vous l'ai dit, mais vous voyez que si je valide et que je procède à une comparaison entre l'ancienne photo et celle-ci, le résultat est impressionnant. Alors je vais la réouvrir dans la mesure où ici aussi j'ai oublié de créer mon calque. Donc vous voyez que ici, je vais copier le calque, je vais le remettre là, voilà. Là j'ai ma photo d'origine et là j'ai ma photo qui est traitée. Avouez que le résultat est quand même bluffant. Donc à partir du moment où vous possédez les techniques classiques pour enlever les traits, pour nettoyer votre photo et que vous appliquez ce filtre de nettoyage, vous voyez que les photos anciennes peuvent être traitées en quelques clics. Bon après, vous avez des photos anciennes qui n'ont pas forcément tous ces défauts, mais en tout cas sur la qualité de l'image, sur le fait d'accentuer les couleurs, sur le fait de lisser certaines parties des corps et des visages, cet outil est vraiment extraordinaire. Voilà pour ces différents filtres neuronaux. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, je ne vous ai pas traité une nouveauté, mais comme je sais que l'intelligence artificielle prend une importance considérable dans tous les niveaux du monde professionnel, au niveau des images, de la vidéo, des prompts, etc., je me suis fait violence pour vous traiter de ce cours afin que vous ayez toutes les cartes en une seule vidéo concernant cet autre aspect de l'imprégnation de l'intelligence artificielle dans Photoshop. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées par les nouveautés liées, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, par les immenses possibilités générées grâce à la création d'images et accentuées par le remplissage génératif sous Photoshop, eh bien, je pense que ces personnes seront également intéressées par l'utilisation de ces filtres neuronaux compilés ici en une seule fois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous facilitera la tâche pour la retouche et le nettoyage de vos photos. C'était Barthélémy. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo autour de l'intelligence artificielle ou d'autres thèmes
traités habituellement sur cette chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!